Salut à tous, ça y est, on connaît le bracket de la March Madness 2022, donc émission spéciale évidemment du côté d'envergure, et pour ça on pouvait inviter personne d'autre que Midnight on Campus, et donc Hugo qui est avec nous. Bienvenue Hugo. Salut Alex et salut à tous, hein, ravi d'être avec vous pour parler du meilleur moment de l'année, là, donc la March Madness. C'est un grand plaisir en tout cas d'être avec toi. Plaisir partagé. Midnight on Campus, on rappelle, un site à fouiller puisque c'est hyper riche sur tous les contenus qui concernent le sport universitaire en général, pas que le basket, football aussi, et même d'autres sports un peu moins populaires en France, type la crosse ou autre, qu'on peut lire sur Midnight on Campus. Donc, la March Madness 2022, tout le monde ne connaît pas. Dire, tout le monde connaît, enfin, tous les fans de basket connaissent à peu près la NBA, peut-être le championnat de Betclic Elite. La NCAA, c'est un fonctionnement très particulier. Donc, Hugo, est-ce que tu peux expliquer combien il y a d'équipes pour la March Madness et comment elles se qualifient? Alors donc déjà ce qu'il faut savoir c'est que la March Madness c'est, excuse-moi l'expression, mais un sacré bordel. En fait donc pour faire clair, il y a 350 équipes en première division universitaire et donc au mois de mars, il y en a 68 qui vont croiser le fer pour le titre de champion national. Alors, donc, comment on se qualifie? C'est déjà une bonne question parce que même les spécialistes de NCAA sont parfois pas d'accord sur la qualification de certaines équipes. Donc, c'est une très bonne question. Alors, il faut savoir qu'il y a 32 équipes qui sont automatiquement qualifiées en gagnant leur conférence. Donc, c'est ce qu'on appelle les autobids, tout simplement. Donc, chaque vainqueur de conférence est obligatoirement qualifié au tournoi NCAA, sauf cette année une petite exception, c'est Bellarmine, donc dans la conférence ASUN, puisque en fait ils sont en première division depuis seulement 2 ans. Or, le règlement NCAA interdit les équipes qui ont moins de 4 ans en première division, interdit la participation de ces équipes au tournoi. Donc Bellarmine doit laisser sa place au vainqueur de la saison régulière, donc Jacksonville State. Donc ça, c'est la seule exception. Sinon, les 32 vainqueurs de conférence sont à la March Madness. Et après, pour les 36 autres places, c'est le comité de sélection qui attribue les billets pour la March Madness. Donc ça se fait selon plusieurs critères. D'abord les résultats, tout simplement. Donc les résultats, ça prend plusieurs critères en compte, hein, au sein même de ce critère-là. Donc il y a la difficulté du calendrier, parce qu'en gros, basiquement, c'est pas comme les playoffs NBA, on va prendre les 8 meilleurs bilans de chaque conférence. Là, en fait, on va pas s'attacher uniquement au bilan, on va prendre le bilan par rapport aux adversaires rencontrés, aussi à la localisation des matchs, à savoir si ils ont joué des adversaires forts à domicile ou à l'extérieur. Et également, on va prendre plusieurs statistiques importantes en compte, comme par exemple le KenPom, hein, créé par Ken Pomeroy, qui est une stat que beaucoup utilisent, beaucoup d'amateurs utilisent pour analyser les matchs. Donc c'est une des stats qui est prise en compte par le comité de sélection. C'est ça. Et donc, il y a en fait des débats toute l'année déjà sur le classement des équipes, puisque tout le monde ne joue pas les mêmes adversaires, quoi. C'est pas la NBA avec un calendrier défini, comme tu disais, etc. Et encore plus quand arrive le moment qui est arrivé donc dimanche, qu'on appelle le Selection Sunday, le dimanche où est révélé le tableau final, donc celui que vous connaissez, celui que vous avez à remplir. On vous conseille d'ailleurs, peut-être pour la deuxième partie, de le prendre à côté de vous pour avoir la vision de comment ça se passe. Mais voilà, le Selection Sunday, c'est quand on dévoile toutes les équipes qui participent à la March Madness. Et donc, il y en a forcément qui sont laissés de côté et qui peut-être n'auraient pas dû l'être, en tout cas selon certains, parce qu'ils étaient en forme en fin de saison. Enfin voilà, on a l'exemple par exemple de Texas A&M cette année, qui a une des facs qui a été laissée de côté par le comité de sélection et qui pourtant est allé en demi-finale de son tournoi de conférence en SEC, et c'est une des conférences les plus fortes. Sans rentrer dans le détail, donc, pour maintenant qu'on sait, pardon, comment on choisit, entre guillemets, les sélectionnés, comment se déroule le tournoi, Hugo? En gros, il faut gagner 6 matchs pour être champion.
C'est ça, donc 6 ou 7 pour les quelques équipes qui sont bah, qui s'affrontent dans le First Four. Ah oui, alors déjà, on va parler de ça parce qu'en fait, tout le monde, en gros, pour la majorité des gens, le March Madness va commencer samedi. Ouais, Euh, Samedi avec tous les matchs en même temps, etc. La grande diffusion à la télé et tout. Euh, mais ça commence en fait, mais ça commence au deuxième tour en fait c'est ça. pour le grand public. Et avant, il y a un premier tour préliminaire. Donc, qu'est-ce que c'est? Ça s'appelle le First Four et ça va être jeudi, vendredi. C'est ça, donc en fait, il y a 8 équipes, qui sont dans le First Four, donc il y a, 4 matchs sur 2 jours. Donc cette année, ça se disputera à Dayton d'ailleurs pour anecdote, je donne ça comme ça. Mais voilà, donc il y a 4 matchs, donc c'est des équipes qui étaient en fait en ballottage. Donc elles vont s'affronter, elles ont un tour supplémentaire et après elles rentrent dans le tournoi, au deuxième tour, donc comme tu l'as dit, face à un adversaire, qui est déjà défini. Donc en fait, pour, heu, pour être clair, il y a 60 équipes. Bon, je suis très mauvais en maths, donc je vais peut-être pas utiliser les chiffres, mais il y a beaucoup d'équipes qui connaissent leurs adversaires, sauf, 4 d'entre elles qui vont découvrir leur adversaire jeudi, vendredi. Donc C'est voilà. ça. C'est ça. Donc généralement, ce First Four, il y a deux matchs qui sont des plus petites facs, qui sont des seed 16. On va expliquer le système des seeds après, mais 16 c'est le C'est ça. minimum et 1 c'est le maximum. Et puis il y en a d'autres, c'est des 11 ou 12. Donc là, par exemple, moi je porte le maillot de Notre-Dame. Notre-Dame va faire partie du First Four et va jouer contre Rutgers. Et il y a également un très beau Wyoming Indiana. Indiana qui est une Ouais. fac coachée par Mike Woodson pour ceux qui suivent la NBA. Expliquons du coup ce système. Donc, on a le tableau de la March Madness, les 68 équipes du coup, mais à partir de samedi, ça sera 64. Comment ça fonctionne? Justement, ces seeds de 1 à 16 et comment ça se divise aussi, puisque c'est un tableau qui est divisé en 4. Donc du coup, bah, comme tu l'as dit, donc il y a 16 seeds en fait par région. Le tableau est défini en 4 régions. Donc par zone géographique en fait, tout simplement. Et donc il y a une tête de série par région. Donc cette année, on a par exemple Arizona, on a Gonzaga, etc. Donc les meilleurs ont un seed 1 et donc elles affrontent le seed 16 de leur région. Donc et ainsi de suite. Donc le deuxième va rencontrer le 15e, le troisième, le 14e, etc. Et justement, donc pour après arriver au Final Four, il faut simplement gagner sa région. Donc pour être champion national, tu dois sortir de ta région et après, ben, les meilleurs de chaque région s'affrontent dans ce qu'on appelle le Final Four. C'est ça. Voilà. C'est ça. Alors après, les régions sont plus ou moins géographiques. Par exemple, on a Duke qui est en Caroline du Nord qui va être dans la région ouest cette Ouais, année. Ça, c'est parce que en fait, les seed 1, les têtes de série, c'est tout simplement les quatre meilleures équipes selon le comité durant l'année. Donc parfois, bah, vu que les quatre meilleures équipes sont plus ou moins de la même région, il y en a qui se retrouvent dans d'autres régions, etc. c'est ça, mais en fait, il faut savoir que c'est très, très difficile pour le comité de sélection de dresser, enfin, ce tableau en fonction de la géographie. Parce que même nous, par exemple, sur United Campus, on s'essaie à faire de la bracketologie, mais après, bah, pour faire un vrai bracket avec les zones géographiques, c'est juste un enfer. Donc, honnêtement, ils font au mieux. Bon, parfois, il y a quelques incohérences, mais globalement, c'est quand même plutôt bien tenu comme bracket. Donc, Ouais. Oui, généralement, il y a effectivement, quelques points discutables, mais dans l'ensemble, ça va. Donc, euh, on va parler juste des favoris, puisque on a dit les seeds 1 sont censés être les meilleures équipes. Donc là, on a des seeds, on va citer les seeds 1 et 2 rapidement, mais pour vous mettre en tête, à ceux qui nous regardent, les favoris. Donc, on va commencer généralement, on commence par regarder le tableau en haut à gauche. Et donc là, c'est le seed 1 général, puisqu'ils étaient même premiers du classement total. Et donc, c'est Gonzaga, Hugo, ouais, logique. logique. Bah, pour ma part, je vais pas me cacher, c'est mon favori aussi. Après, Gonzaga, on connaît, hein, Gonzaga. Chaque année, c'est le favori pour beaucoup, et malheureusement, pour l'instant, il n'y a pas de titre à Gonzaga. Paradoxalement, en début de saison, j'aurais peut-être dit que c'était l'année où, enfin, par rapport à ces dernières années, j'attendais un peu moins Gonzaga. Et
paradoxalement, c'est, je pense, vu aussi le niveau des autres favoris, c'est peut-être l'année où ils ont vraiment le plus de chances de gagner. Hmm. C'est Donc, une année très, très, très ouverte, ouais. c'est ça. Effectivement, il C'est y a ça. peu de grands favoris qui se détachent. Gonzaga est donc numéro un général avec peut-être le numéro un de la draft 2022 dans ses rangs. On fera une autre vidéo demain avec Alan pour parler des stars. Mais donc, Chet Holmgren joue à Gonzaga. Il y a aussi Drew Timme, il y a aussi Julian Strother. Il y a plein de très, très bons joueurs du côté de Gonzaga si vous voulez aller regarder leur roster. Le South, et là, c'est peut-être un peu plus une surprise en seed 1. Arizona, Hugo. Alors Arizona, moi je vais pas être très objectif parce que en fait c'est et justement on peut faire un lien avec Gonzaga parce que c'est Tommy Lloyd qui est Ouais. passé head coach, l'ancien assistant de Mark Few à Gonzaga. Et en fait Arizona cette année c'est juste un régal. Niveau jeu, ça joue très collectif, ça joue vite. Franchement c'est une très très belle équipe à avoir joué. Donc j'espère qu'ils iront loin, juste parce qu'en fait chaque match c'est un pur régal. Donc euh, donc voilà. Après enfin Arizona c'est pareil, ils ont eu des bons résultats au début des années 2000, mais depuis c'est une université qui a un peu tendance à te choquer assez souvent. On le rappelle, c'est quand même la seule université Seed 1 qui a été battue par un Seed 16, donc ça classe quand même une fac. Non, Mais c'était Virginia. ah oui, pardon, c'était Virginia, oui. Non, c'était Virginia. Ouais, ouais, non, Le je me trompe. Virginia de Kyle Guy, Ty Jerome, Ouais, il y a exactement. quelques Non, années de ça. c'était Seed 2 du coup Arizona de Ouais, mémoire. exactement. Ouais, du coup, je me trompe, je confonds entre les deux. Mais non, mais ouais, c'est une université bon, qui souvent en mars tombe quand même, enfin, se retrouve face à un mur, à un March Madness. Hmm. J'espère en tout cas cette année que ça ira mieux avec notamment Ben Mathurin qui Voilà, personnellement c'est une qui me é- régale. équipe très internationale. Ça va peut-être être une des équipes favorites des suiveurs européens, puisqu'il y a, il y a Kerr Kriis. Alors, il s'est blessé à la cheville, mais il devrait pouvoir tenir sa place s'il passe les un ou deux premiers tours. Un Estonien, Tubelis, un Lituanien, on a Oumar Ballo, un Malien, on a Ben Mathurin, un Canadien, on a Adam Abal, un Français, donc on a beaucoup de joueurs internationaux du côté d'Arizona. Donc c'est un des autres favoris numéro un de la région South, où le site 2 est Villanova. Donc c'est une équipe, il y a beaucoup de joueurs qui sont en NBA et c'est une équipe qui a peut-être l'équipe qui a les meilleurs résultats au global en NCS ces 10 dernières années. J'avais oublié le site 2 de la région ouest, mais c'est très 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 fort puisque c'est Duke avec un 5 majeur quasiment qui pourrait être au premier tour de la prochaine draft. Dont Paolo Banchero qui lui aussi prévu dans le top 3 comme Chet Holmgren. On va descendre région Est et là c'est le champion en titre tout simplement qui est seed numéro 1, Hugo, c'est Baylor. C'est ça. Baylor, bah pareil, qu'on n'attendait pas forcément en début de saison, avec beaucoup de départs. Bah, on l'a vu, notamment les trois gardes stars de l'équipe de l'an passé, Jared Butler, Mathieu Tig et Davion Mitchell. Donc c'est une équipe qui a deux gros prospects. Bon, je vais te laisser en parler mieux que moi après, mais voilà, qui a deux gros prospects à suivre et qui s'appuie aussi sur un meneur transfert, donc James Akinjo, qui vient d'Arizona. Auparavant, il était aussi à Georgetown sous les ordres de Pat Ewing. Mais voilà, Baylor, c'est une équipe que personnellement, j'attendais pas. Je pense, enfin, le Seed One est mérité vu leur saison. Maintenant, c'est une équipe je les vois pas aller au bout personnellement. Après, c'est que mon avis, donc ça vaut. Ils ont eu des résultats en dents de scie aussi C'est sur ça, la deuxième partie de saison. Donc c'est vrai qu'ils étaient moins dominants que l'année dernière quand ils ont gagné le c'est ça. titre Ouais. national. Et Euh, après, ils sont quand même très bien coachés, il faut le dire. oui, Scott Drew est un super coach. Donc, effectivement, contrairement, diraient certains, à John Calipari, qui est le coach du site 2 de cette région, au niveau de Kentucky, qui est toujours une équipe dangereuse, mais peut-être un petit peu plus cette année que les dernières années, puisqu'on a le transfert Oscar Chieboué, normalement, qui domine complètement le rebond offensif, etc.
Et puis un prospect au niveau Tai Washington, donc du côté de Kentucky, et à Baylor, les 2 prospects à suivre, on en reparlera dans la prochaine vidéo, mais c'est Kendall Brown et Jeremy Sohan. Ça s'écrit Sochan, ça se dit Sohan. Ensuite, je le passe rapidement, non pas pour les troller, mais pour qu'on avance un petit peu. Le dernier favori, donc seed 1, c'est Kansas pour la région Midwest. Kansas qui a aussi un historique de ne jamais vraiment arriver au bout, malgré des effectifs qui sont souvent assez pléthoriques. Le leader de Kansas, c'est un senior que vous devriez retrouver en NBA l'année prochaine, Ochai Agbaji, vraiment très 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 complet à l'aile et très dominant cette année. Et le site 2 de cette Midwest, c'est encore une équipe avec un top prospect attendu dans le top 3, c'est Auburn, où Jabari Smith devrait, on espère, nous régaler. Donc voilà pour les favoris. Et ensuite, on va rapidement parler, Hugo, quand même au niveau de la diffusion, comment ça se passe au niveau des dates et comment on fait pour regarder quand on est en France. Est-ce que tu peux nous donner des solutions? Alors, en France, on a le plieur ESPN qui a les droits internationaux. Sinon, il y a d'autres, moyens que je n'aborderai pas, mais mais bon, vous comprendrez. Et il me semble que, bah, beIN Sport va diffuser quelques matchs, hein, Un match par si jour. un match par C'est jour, ouais, royal. Donc, beIN Sport va diffuser. Donc, pour les fans de NBA, voilà, vous pourrez aussi avoir de la NCAA, exactement. sans prendre d'abonnement, particulier. Donc, c'est toujours très, très bien. Une bonne Ouais. nouvelle pour le basket. Absolument, puis connaissant la qualité de programmation, ça devrait être normalement des grosses affiches auxquelles vous devriez avoir droit du côté de beIN. On va passer à la deuxième partie de cette émission. On vous a expliqué comment ça marchait la March Madness, on vous a donné les favoris. Maintenant, ce qui est amusant quand même, surtout dans les premiers jours, c'est de faire un petit bracket, c'est de remplir son bracket, d'essayer de deviner qui va aller au bout, etc. Et donc, on va essayer de vous donner des conseils. Alors, bon, on n'est pas spécialiste non plus. Je ne sais pas pour toi, Hugo. Ah, j'ai jamais gagné, malheureusement. Alors, je crois que personne dans l'histoire n'a jamais de toute façon eu un bracket tout juste. Tu m'arrêtes si je me trompe, Non, mais aux dernières nouvelles, en tout cas, c'est ce que je pensais aussi avant d'enregistrer. Donc, c'est ça. C'est ça. C'est très très difficile évidemment d'avoir tout juste, mais il y a des concours et des points attribués. Et un concours qu'on a lancé, vous pouvez aller sur ESPN, vous tapez Tournament Challenge et vous allez sur le groupe ça s'appelle le bracket français, pardon, ouais, c'est comme ça que je l'ai appelé, où on va tous jouer entre francophones, donc avec les gens de Midnight on Campus, avec les gens de First Team, de beIN, etc. Donc ça va être super. Donc vous prenez ce bracket, vous regardez, on va essayer de vous donner des conseils. Hugo, conseil numéro 1, qu'est-ce que tu donnerais pour bah, remplir? conseil numéro un, on sait qu'il y a toujours des upsets, à la March Madness, donc des upsets, Les pour upsets, ça veut expliquer, dire en gros voilà, c'est ça, le 10 qui gagne contre le 7 ou des trucs comme ça. etc. Donc, une tête de série, moins importante qui bat une tête de série plus importante. Malgré tout, même s'il y en a, par exemple l'année dernière où je trouvais qu'il y en avait qu'il y en avait quand même beaucoup d'upsets notamment au premier tour, heu, faut pas en jouer trop parce que, OK, il y a toujours la tentation de se dire: «Ouais, cette équipe peut le faire» et cetera. Mais souvent, l'équipe en question, elle le fait pas. Donc, donc voilà, tenter un ou 2 upsets, Hmm. vraiment les trucs que vous sentez depuis assez longtemps. Par exemple, je peux vous donner un exemple, cette année, moi, je pense que je vais jouer Vermont au premier tour parce que, c'est une équipe que je trouve, très agréable à avoir joué et Vermont aussi très contre Arkansas, donc c'est ça, 13 contre contre Arkansas. 4. Arkansas qui m'a assez déçu cette saison, donc, pour moi, c'est un upset qui est, totalement jouable. Faisable. Ouais. Donc, voilà, c'est un upset que je tenterai, j'en tenterai peut-être un autre, mais il faut pas tenter des upsets sur tous les matchs, si vous voulez un Voilà, bracket parfait en tout cas. c'est ça. Et surtout, par exemple, les matchs 1 contre 16, on l'a dit tout à l'heure, c'est arrivé une seule fois dans l'histoire que le 16 est gagné. Et les 2 contre 15, je crois que c'est arrivé peut-être 7 fois ou 6 fois. Enfin, c'est vraiment ultra rare. Et après, quand on arrive à 3 contre 14, la probabilité commence à augmenter un petit peu. Euh,
généralement, ce que je peux donner comme conseil aussi, c'est choisissez bien surtout les équipes que vous mettez dans votre Final Four. Parce qu'en fait, plus les tours passent, plus le nombre d'équipes que vous avez de bonnes rapporte de points. Donc en gros, généralement, celui qui gagne le tournoi, alors là, c'est pas un conseil pour bracket parfait, mais celui qui gagne le tournoi dans son groupe de bracket, c'est celui qui a le plus de bons résultats au Final Four. Si vous avez 3 des 4 bonnes équipes au Final Four, c'est bien. Ça veut dire que vous avez de bonnes chances de gagner. Si votre équipe que vous avez mis au Final Four, elle se pète au deuxième tour, au troisième tour, généralement c'est un peu cuit pour vous. Donc choisissez bien. Vous pouvez le faire dans les deux sens. Soit vous commencez à faire les pronostics un par un et ensuite bah, vous arrivez avec un Final Four, soit vous choisissez direct vos 4 équipes que vous voyez au Final Four et vous faites votre tableau en fonction. Est-ce que tu as un autre conseil, Hugo, pour remplir son bracket? Un autre conseil, bah, je dirais, on le disait en rigolant en antenne, mais ne pas mettre, par exemple, des universités qui te choquent souvent. Par exemple, Kansas, Kentucky, et cetera. Je pense que allez, vous pouvez lui mettre Final Four, mais et encore, je vous le conseille pas. Je vous le conseille pas. Mais non, sinon, il y a beaucoup de conseils, par exemple, je parlais du KenPom, tout à l'heure, Hmm. je c'est très, très bien pour remplir les brackets justement parce qu'en plus, il donne, les clés de chaque match-up. Donc, vous pouvez analyser ça, prendre vos décisions et cetera. Hmm. Mais, Tu vas sur le site de KenPom, comment tu fais ouais, ouais, tu pour vas sur le regarder? site de KenPom, bon après c'est pareil, il y a des, abonnements, mais vous pouvez l'avoir de façon, voilà, vous En vous pouvez le naviguant. vous pouvez le trouver. Je vous dis pas Voilà. où, mais ça peut se trouver. Voilà. Et donc, éviter d'être trop aventureux, bien choisir son Final Four, je dirais, dernier conseil, éviter d'être trop classique non plus. Ne mettez pas les 4 seed 1 au Final Four et aucun upset. C'est normalement pas comme ça que vous allez remporter votre bracket non plus. Et s Euh, et j'ai envie de dire surtout cette année où on l'a dit, c'est assez ouvert. Je pense notamment, enfin à la partie avec Kansas et hmm, Auburn. Moi, personnellement, c'est pas des équipes que je vois aller au Final Four. Donc je pense que là, c'est une partie de tableau qui peut être très, très ouverte avec hmm, des seeds 4, 5, même 6, hmm. qui peuvent tirer leur épingle du jeu. Alors justement, pour continuer dans les conseils, on va parler des seeds, des rankings qui sont un peu surcotés et donc qui pourraient se faire piéger. Donc ça peut être des bons conseils qu'on a à donner aussi. Alors moi, en seed 2, je dirais que les 2 plus forts seed 2 selon moi, c'est Duke, assez largement le plus fort, et le deuxième, j'hésite un peu, mais je dirais peut-être Villanova, puisque Villanova, c'est quand même une équipe qui est ultra bien coachée et généralement à la March Madness, ça fonctionne bien d'être bien coaché. Est-ce que tu es d'accord? Ouais, sur les sites 2, je suis assez d'accord avec toi. Et Villanova, oui, je pense que là, en plus, avec un joueur comme Gillespie, il n'y a pas beaucoup d'équipes qui vont vouloir prendre Villanova. Donc, Ouais. c'est un site 2, mais bon, c'est quasiment un site 1 quand on connaît le Hmm, pédigré du programme. c'est ça. Est-ce que tu as des sites 3 qui te paraissent un peu fébriles? Fébrile, bah, Tennessee, qui est site 3. Tennessee? Si je dis pas de bêtises, Tennessee, site 3. Ouais, ouais. Euh, Ils viennent de remporter le tournoi ouais, de la justement. SEC quand même. Je pense justement, ils sont site 3 grâce à ça, mais sur la Ah saison, oui. honnêtement, je les ai pas trouvés, flamboyants, hein, loin de là. Hmm, Donc, et en plus, il y a Kennedy Chandler, bon, je pense que vous en parlerez aussi dans votre vidéo prospect, mais qui est un meneur de jeu. Honnêtement, à chaque fois que je le vois, je suis assez, pour pas dire déçu, non, je suis assez, circonspect, en fait, sur son cas parce que c'est un bon joueur, il y a du talent et cetera, mais pour mener une équipe à la victoire, c'est pas le meneur que je choisirais. Donc, ah ok. Intéressant que tu dis ça parce que moi, la recette pour gagner la March Madness, c'est grosse défense et des arrières capables de scorer. Pour moi, c'est ça. C'est généralement le vainqueur, il a ça. Il a des arrières qui sont capables d'amener du scoring, même dans des situations difficiles, et il a une défense collective très très mmh. forte.
exactement Baylor l'année dernière. C'était vraiment la recette parfaite pour remporter le titre. Et donc les équipes qui se basent sur un meneur un peu moins expérimenté, genre première année, ou qui se basent sur un jeu intérieur, un intérieur un peu fort, ça peut leur jouer des tours parce que y a un match où ça va pas marcher, quoi. Alors que l'arrière qui arrive à se créer son espace, généralement, il arrive à peu près comme tout le monde. À l'époque, il y avait Yukon qui avait réussi à aller au bout avec Shabazz Napier et juste une bonne défense, alors qu'ils n'avaient Ouais, pas une super équipe, par exemple. Donc voilà. Décide 4. Décide 4. Moi, donc toi, tu avais ouais. Arkansas. Arkansas, honnêtement, c'est pareil cette année. C'est une bonne équipe, euh, mais de là à avoir un seed 4, je pense que c'est un peu, je vais pas dire abusé, mais ouais, j'ai du mal avec ce seed 4 et en plus il tombe contre Vermont qui est Ouais, peut-être une des équipes les plus fortes, enfin un des du seed sleepers, 13. Ouais, voilà. ouais, ouais. C'est un gros sleeper pour moi, donc j'ai très très peur pour Arkansas. Alors moi, j'ai pas été impressionné par donc Providence. Ils ont gagné quasiment tous leurs matchs serrés cette année, donc j'éviterai de parier contre eux quand même. C'est une équipe très expérimentée. Euh, qui en a d'autres comme seed 4? UCLA, j'éviterais vraiment de parier contre eux parce que c'est quand même une équipe très très solide et je pense qu'ils auraient pu largement être seed 3, même s'ils n'ont pas eu des résultats ultra réguliers. Mais c'est expérimenté, etc. Ils perdent en demi-finale l'année dernière et ils ont la même équipe cette année. Ouais. Donc c'est quand même très costaud. Et ouais, Illinois, je trouve ça pas fou et ils se retrouvent avec un seed 4 parce qu'ils ont eu un calendrier quand même peut-être un peu moins difficile que les autres dans leur conférence. Et du coup, et puis des victoires en début de saison assez cool. Mais voilà, c'est une équipe qui a pas non plus de grosses stars et je me méfie des équipes qui n'ont pas de gros scoreurs comme ça. Ils ont un très bon meneur, très sympa à voir jouer, qui est André Curbelo. Ils ont Kofi Cockburn à l'intérieur qui est très, très dominant, très, très un gros monsieur à l'intérieur. Mais voilà, c'était pas forcément le site 4 qui m'inspirait le plus confiance. Est-ce que tu as des 5 ou 6 qui t'inspirent justement de la crainte et qui pourraient se faire upset? Et là, ça arrive vraiment un peu plus souvent. Le 5 contre 12, généralement, il Ouais. y en a un qui perd au moins, et 6 contre 11, un et demi, voire deux, quoi. Alors c'est pas, en fait, je vais dire Yukon, mais pas parce que Yukon me paraît faible ou ne me plaît pas, mais parce qu'il joue New Mexico State, qui est aussi une équipe Hmm. que je trouve plutôt bonne. Donc je les vois pas non plus faire l'upset parce que je pense que Yukon est quand même assez solide, mais Ouais, ça risque d'être un match quand même très très serré. Et ouais, c'est peut-être le seed 5 qui est le plus en difficulté pour moi. ouais, Parce qu'après, ouais. il y a Sainte Mary's, par exemple, qui a un seed 5. Je les attendais avec un seed beaucoup plus bas, mais c'est une vraie équipe, Sainte Mary's. Et justement, pour moi, c'est une possible. S'il y a une mid-major qui doit aller faire un gros run, hormis Gonzaga, mais on ne le compte plus comme une mid-major maintenant. Mais Major, c'est les plus petites conférences. c'est Ouais, ça. effectivement. Mais s'il y a une équipe qui doit voilà, tirer son épingle du jeu et faire un gros run, je mettrais bien Sainte Mary's, justement. Intéressant. Donc voilà. Pour ça, il va falloir probablement scoltiner UCLA dès le deuxième match. Donc, ça va être le test, Ah, ça va être probablement. un très très gros match en tout cas si ça Ouais. arrive. Et donc, après, on peut parler aussi des équipes en forme très rapidement parce qu'il y a des équipes en fait, qui sont sur une pente ascendante au niveau de la forme, qui n'ont pas forcément un seed très très bas, mais qui auraient peut-être, si la saison continuait, grimpé au niveau des classements et du coup auraient pu, vont peut-être, enfin en tout cas moi je me base pas mal là-dessus sur les résultats du dernier mois, puisque c'est important de regarder aussi les séries en cours et la confiance avec laquelle arrive l'équipe. Et donc l'évidence pour moi, c'est quand même l'équipe qui a gagné le tournoi de la ACC, qui était qui était une des meilleures conférences cette saison, et c'est Virginia Tech euh, qui a battu quasiment tous les plus gros, qui a battu Duke en finale, qui a battu, j'ai plus leur parcours, mais ils ont battu que des grosses équipes au tournoi de ACC.
Et là, ils se retrouvent avec seulement un seed 11 et ils vont jouer au Texas, qui est un seed 6 qui n'est pas extraordinaire. Donc, je me dis que Virginia Tech, vu la dynamique, pourrait être une des belles surprises, même si au deuxième tour, il y a potentiellement Purdue qui se présente. Purdue qui est quand même une équipe là aussi très bien coachée, avec des stars à l'arrière et potentiellement une bonne défense, des shooters. Une équipe qui n'est pas facile à jouer, Purdue. Mais pourquoi pas. Donc, il y a cette équipe. Est-ce que tu as une équipe en forme particulièrement de ton côté, une équipe qui est sur la pente ascendante? Bah, justement, on en parlait aussi exactement hors antenne. Bah, en fait, j'en ai deux. J'ai quand même Loyola de Chicago qui a fait un début de saison plutôt. Bon, ça, ils font un bon début de saison, mais quand on connaît l'envergure du programme, quand même, sans mauvais jeu de mots, quand on connaît le programme ces dernières années, on pouvait s'attendre à mieux, même s'il y a eu le départ du coach Porter Moser pour Oklahoma. Bon, ils font une fin de saison très, très, très solide. Ils gagnent leur tournoi de conférence, si je dis pas de bêtises. Donc Mmh. voilà, ils arrivent en forme et encore une fois, on sait que eux en mars, vaut mieux pas les croiser. Quand on parle de bonne défense, Loyola Chicago, c'est souvent une des meilleures du pays. Absolument. Donc, donc voilà, donc c'est une équipe très très forte et on en parlait ensemble. Boise State. Alors Ouais, c'est un peu comme Gonzaga en fait. C'est une équipe que j'attendais énormément l'année dernière, qui avait un roster, honnêtement, celui de l'année dernière, je le trouvais beaucoup plus fort sur le papier que celui de cette année. Mais en fait, dans le fond de jeu, j'ai l'impression que le travail de l'année dernière commence à porter ses fruits vraiment cette année, où le programme fait une saison historique hein, pour Boise State. Il remporte le tournoi de la Mountain West. Et surtout, bah, il y a Abu Kigab. Je vais faire juste une petite aparté sur ce joueur parce que quand même, il faut signaler une chose avec lui, c'est que partout où il passe, il gagne. Il était avec l'équipe du Canada, je crois que c'était en U18 de mémoire. Il bat Team USA avec la génération de Andrew Nembhard et RJ Barrett. Là, bon, il est passé à Oregon. L'équipe gagnait, mais lui, il jouait pas trop, donc on va le mettre de côté. Et là, depuis qu'il est arrivé à Boise State, ça fait 2 ans et demi, parce qu'il est arrivé en cours d'année, le programme commence à gagner des matchs. Alors que Boise State, c'est pas réputé pour être un programme de basket. Donc ouais. voilà, Abou Kigab, sacré joueur. Et là, je pense que pour son dernier tournoi, il va avoir à cœur de faire de belles choses Mmh. et j'y crois beaucoup. Même s'ils Équipe prennent ex Gonzaga au deuxième tour. équipe expérimentée et donc ton conseil, c'est de miser sur eux face à Memphis, qui est une équipe avec des gros prospects, mais qui a pas forcément été régulière dans le jeu, même s'il y a eu du mieux sur la fin de saison. Donc attention quand même à Memphis et à notamment Jalen Duren à l'intérieur, pivot ultra dominant qui sera à coup sûr ou presque à la draft 2022 et dont on parlera dans notre prochaine vidéo. Euh, ton Final Four, Hugo. Alors, je vais dire Gonzaga. Bon, je vais quand même mettre Arizona dans la région sud. Dans le Midwest, comme encore une fois, c'est le plus ouvert. Je vais. Qui est-ce que je pourrais tenter? Je vais pas mettre USC, même si j'ai le maillot actuellement et que je suis un gros fanboy. Je vais peut-être tenter Iowa, Ouais, qui vient qui de pour moi, remporter le tournoi de la Big Ten. Ouais. ouais, puis qui joue plutôt bien. Je pense qu'ils peuvent taper Providence au deuxième tour. Donc, ouais, je mettrai Iowa. Ils vont battre Kansas et ça va rouler. Et dans la partie Est, je vais jouer la grosse cote aussi. Je vais mettre UCLA. Ouais, Qui, voilà, j'aime pas parler contre UCLA. Ils ont des scoreurs de partout, une superbe équipe. J'attendais mieux d'eux cette année. Donc, bah, je pense que c'est le moment là, pour éclore en mars. ouais. C'est une belle équipe pour le tournoi. Bah, écoute, je pense que j'ai UCLA aussi. Je pense que j'ai UCLA, j'ai Wisconsin, j'ai Duke et Arizona. Ah ouais, Duke pour la dernière de Coach K au Final Four. Bah, Duke a battu Gonzaga pendant la saison. Ouais, c'est vrai. C'est en début de saison après. C'était en début de saison, mais justement, ils avaient des freshmen, etc. Et ils n'ont jamais vraiment beaucoup perdu. Après, ils n'ont pas un parcours très facile puisqu'ils peuvent avoir Texas Tech, ils peuvent avoir Michigan State dès le deuxième tour, Texas Tech au troisième. Mais voilà, je pense. Après, Gonzaga a quand même un parcours normalement très facile jusqu'à l'Elite 8, jusqu'à Duke.
potentiellement. Donc Gonzaga est le favori, mais je mettrais Duke de but en blanc. Voilà. Merci Hugo. Bah, merci à toi. Est-ce que tu as un moment pour faire la promotion de Midnight on Campus? Je ne sais pas ce que vous avez prévu comme contenu pour suivre la March Madness. Bah, je vais en profiter, oui, vu que tu m'en donnes l'opportunité. Donc déjà, là, dans les prochains jours, on va sortir, bah, un peu comme, j'ai envie de dire un peu comme vous. Enfin, non, parce que nous, on parlera pas vraiment de prospects, on parlera de joueurs à suivre, plutôt dans les mid-majors, justement. Ouais. Donc ça sera un bon complément, je pense, à votre vidéo où vous parlerez des principaux prospects. Et on va également sortir bah, ce qu'on aime bien faire à chaque March Madness. Donc, pour trouver un peu les cendrillons. Donc les cendrillons, c'est justement ces équipes de mid-majors, enfin, de conférences un peu sous-cotées, qui vont arriver, qui vont faire un run. On peut penser à Loyola Chicago justement en 2018 ou par exemple à George Mason en 2006, qui est pour moi la plus belle histoire de Cendrillon. Donc voilà, on va s'attaquer à ça. Et sinon, pendant la March Madness, on fera des live tweets normalement tous les jours, si tout va bien. Et après, on sera également dépendant de l'actualité pour revenir sur les forces en présence, évidemment. Absolument. Donc, Midnight on Campus, le site, et vous pouvez les suivre sur Twitter pour avoir vraiment tout ce qui se passe quasi en temps réel pendant la March Madness. Et donc, ne nous demandez pas dans les commentaires où regarder. Bon, Hugo l'a déjà dit, c'est une question qui revient tout le temps. À chaque fois qu'on fait un truc sur NCA, les jeux, où est-ce qu'on peut regarder le match? On peut regarder le match sur le ESPN Player ou bien trouver des moyens par soi-même pour regarder le match. Je précise que la plupart des gros matchs sont en replay sur YouTube, mais je ne vais pas donner le nom de la chaîne, sinon elle va disparaître. Mais c'est plutôt, on en a parlé récemment sur Twitter, si vous descendez notre fil, et il y a Draft dans le nom. Voilà. Donc généralement, c'est des replays complets que vous pouvez regarder le matin. C'est plutôt pas mal si vous n'avez pas envie de rester éveillé la nuit. Merci Hugo Bah, de merci ta à toi pour l'invitation. participation et je souhaite tout le meilleur à USC. Bon, ça va être quand même un peu compliqué, hein, mais je pense qu'on passera Miami, mais après, bon, Auburn, ça va pas être Non, ouais, c'est un adversaire quand même très très coriace. pas une partie de plaisir et Ça, c'est USC sûr. qui est l'équipe du frère Mobley, hein, pour ceux qui n'ont pas suivi. Evan Mobley était là-bas l'année dernière et son grand frère qui joue encore et qui est un très bon joueur NCAA. Et donc, moi, pour ma part, évidemment, vous l'avez vu, j'espère que Notre-Dame passera son tour de qualification, son first four face à Rutgers, ce serait déjà pas mal. Et ensuite, eh bien, on verra face à Alabama potentiellement. Merci Hugo, merci à vous de nous avoir regardés. On se retrouve demain, vidéo avec Alan Guillou pour parler des prospects à suivre sur cette March Madness. Il y en a plein, il y en a peut-être jamais eu autant dans des grosses équipes, donc on devrait avoir beaucoup de match-up intéressants à regarder. Ciao tout le monde.